production Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Il y a 15 jours, il était question d'autrui. Nous avons cheminé avec ces autres qui, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire, font de notre vie un espace plein. Un espace qui n'a rien d'une île déserte, mais qui, au contraire, se peuple de dialogues, d'échanges, de caresses, de rencontres, de frictions, de malentendus, de responsabilités. Bref, de vivre ensemble. Et justement, l'une des choses que nous faisons ensemble, et pour certains même quotidiennement, c'est qu'avec autrui, on mange. On dîne, on déjeune, on goûte, on salive, on se lèche les babines. Et que ce soit au kebab du coin, dans un étoilé ou sur la table du salon familial, cet instant vécu en commun en dit beaucoup de ce que nous sommes et en dit aussi beaucoup sur le monde auquel nous appartenons. Car si en s'alimentant on nourrit le corps, il est indéniable que l'on nourrit aussi l'esprit. Alors, que mange-t-on ? Pourquoi ? Quelle valeur donnons-nous aux aliments ? Je crois qu'il est l'heure de passer la table et entre deux tartines, je vous propose une petite philosophie de l'assiette. Un croissant à la pistache, du poulpe grillé, une salade de pastèque à la feta, des chouchous légèrement sablés, un gâteau au miel après la baignade, des linguines al vongole, un smoothie au lait de coco, des brochettes de légumes au barbecue, du melon au poivre, un couscous à l'orge, une poignée de cerises sous un arbre, la confiture de mamie, du chocolat noir, du houmous pita en plein soleil, un double expresso et bien d'autres gourmandises. C'est troublant d'imaginer tout ce que notre alimentation raconte sur notre identité, sur nos souvenirs, sur notre culture, sur notre famille. Qu'est-ce qui est bon et pourquoi ? Est-ce une question de saveur, de contexte, de nutriments, d'éducation, d'éthique, de produits, de calories ? Qu'est-ce que nous exprimons lorsque nous avons envie d'un aliment plutôt qu'un autre ? À quoi pense-t-on lorsqu'on mastique, lorsqu'on avale, lorsqu'on déglutit ? Le sujet n'a rien d'anodin. Il est intime et bouleversant. S'attarder sur l'aliment, c'est comprendre qu'il est un objet d'histoire et qu'il porte en lui une part symbolique, géographique, affective et même politique. Qu'on ne mange ou pas, qu'on ne pense qu'à ça ou que tout nous dégoûte, manger compte. Mais de quoi nous remplissons-nous ? De quoi avons-nous faim ? Avant d'y répondre, observons un instant la manière dont a été considérée l'alimentation dans l'histoire de la pensée. Comment Emmanuel Kant faisait-il ses courses ? Et Nietzsche, est-ce qu'il aimait manger une purée de carottes ?
À peine leurs noms sont-ils prononcés que nous sommes déjà plongés dans l'ivresse de ces âmes détachées des trivialités du corps. Et nous observons, perplexes, ces purs esprits ne se nourrissant que d'immatériel. Car lorsqu'on parle de nourriture, avouons que ce ne sont pas des noms de penseurs qui viennent en premier. C'est un peu comme si on considérait, presque inconsciemment, que des philosophes éminents comme Kant ou Nietzsche ne passaient pas à table et qu'ils étaient inaptes à apprécier l'aliment. Et même si aujourd'hui la restauration est de plus en plus à la mode et de plus en plus commentée, même dans le monde universitaire, pendant des siècles, manger est apparu comme un péril pour celui qui voulait penser. Et surtout, bien penser. Mais alors d'où nous est venue cette singulière association d'idées et cette triste perception des produits ? Eh bien, il semble que la rumeur se répand à partir du XVIIIe siècle et qu'elle vient d'Emmanuel Kant lui-même. C'est sous ces mots que le repas, prendre un repas, devient une sorte de risque, et non des moindres. Car pour le philosophe allemand, manger est une invitation à l'excès. Manger nous ramène à notre animalité. Nous y voilà. On a beau faire usage d'une fourchette et d'un couteau, notre dignité n'est pas pour autant préservée. Parce que lorsqu'on mange, on mastique, on avale, on s'empiffre. Il y a de la bouche, de la salive, des dents. Et en ce faisant, on ne fait pas honneur, selon Kant, à notre qualité d'homme. Bref, le penseur allemand n'est pas tendre avec les gourmands. Ce qui l'obsède, c'est de voir que l'homme traite son corps comme un pur moyen de consommation. Et Kant n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il parle même de la souillure par la volupté, de l'aliénation de soi par l'usage sans mesure de boissons et de nourriture. Adieu tranche de jambon fondante, purée de carottes divine, il faut, dit-il, se méfier de l'aliment et ne l'adopter que sous le prisme d'une stricte diététique. Pour Kant, l'aliment n'est pas bon parce qu'il n'est pas éthique. Manger, trop manger, altère notre morale. Mais aussi important soit-il, Kant n'est pas le seul à redouter l'aliment et ses dangers. En traversant les époques, les penseurs sont nombreux à souligner les craintes liées à la nourriture. Soit ils ignorent le sujet, soit ils affichent une certaine frugalité. Parmi eux, Nietzsche n'est pas en reste, à la table des philosophes un peu maniaques. Il nous alerte sur la maîtrise alimentaire. Et dans son ouvrage « Ecce Homo », écrit au XIXe siècle, il disserte même sur la façon de prendre son thé. Il écrit « Le thé ne convient que le matin, peu mais très fort. Le thé est très nocif et indispose pour toute la journée quand il est trop faible, ne serait-ce que d'1 degré. » Pour lui, il y a une corrélation évidente entre l'estomac et l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle Nietzsche s'évertue à trier soigneusement tous les aliments qu'il déguste. Il cherche à nous convaincre que la lourdeur de la civilisation découle de la richesse des mets que nous avalons. La bière, les viandes bouillies, les entremets sucrés nous conduisent, encore une fois, à notre perte. Car à trop se remplir, la pensée n'a pas d'autre choix que d'être aussi lourde que le ventre. Dès lors, nous devons tout faire pour ne pas devenir des esprits ruminants, mastiquant sans fin notre volonté au lieu de l'exercer. Au XXe siècle encore, saletant toujours pour l'alimentation. On retrouve la même assiette chez Gilles Deleuze, qui a peur de tomber malade en mangeant trop, et qui lui aussi tente de fuir son animalité. Alors il y a certes une légère réhabilitation du côté des philosophes des Lumières, et de Diderot en particulier, qui fait de la digestion la marque du vivant. Il écrit « Car en mangeant, que faites-vous ?
vous levez les obstacles qui s'opposaient à la sensibilité active de l'aliment. Vous l'assimilez avec vous-même, vous en faites de la chair, vous le rendez sensible. Écrit-il dans l'entretien entre d'Alembert et Diderot. Par ce processus, l'aliment, qui était inerte, en le mastiquant, en l'avalant, accède à une seconde existence. Mais si le cheminement l'intéresse, si l'idée de la mastication, de la transformation lui semble être presque révolutionnaire, il n'est franchement pas bavard sur l'aliment en tant que tel. Tout au plus, il consacre un article de l'encyclopédie au chapon, sur un ton plus proche de l'économie rurale que de la gastronomie. Alors quoi ? Sommes-nous donc condamnés à être des philosophes jeûneurs, à devoir choisir entre l'élégance de la réflexion et le couvert? Est-ce que l'aliment est vraiment uniquement un ennemi à la conceptualisation? Pourquoi manger ne nous permettrait pas d'atteindre le monde des idées? Finalement, est-ce que le risotto serait la porte ouverte à la bêtise? Le seul à répondre par la négative à ces insoutenables condamnations est Roland Barthes, au cœur des années 50. Dans ses mythologies, il nous offre une savoureuse mise en bouche, en parlant du beefsteak. Voici ce qu'il écrit. Comme le vin, le beefsteak est en France élément de base. Nationalisé, plus encore que socialisé, il figure dans tous les décors de la vie alimentaire. Plat, bordé de jaune, dans les restaurants bon marché, épais, juteux, dans les restaurants spécialisés, cubique. Le cœur tout humecté sous une légère croûte carbonisée, dans la haute cuisine. Il participe à tous les rythmes, au confortable repas bourgeois, au casse-croûte bohème du célibataire. C'est la nourriture à la fois expéditive et dense. Il accomplit le meilleur rapport possible entre l'économie et l'efficacité, la mythologie et la plasticité de sa consommation. Bref, toutes mes excuses aux végétariens comme moi, mais le steak frites chez Barthes gagne ses lettres de noblesse. Il rentre au panthéon des incontournables, au même titre, dans ses textes, que les Martiens ou le Tour de France. Barthes est le premier à légitimer l'aliment. Ici, il n'est pas source de culpabilité parce qu'il nuirait à la pensée, ni anecdote triviale, mais sous sa plume, c'est un nouveau statut qui se dessine. Étranger à la problématique du goût, l'aliment chez Barthes est bon parce qu'il est un objet d'histoire, parce qu'il porte en lui une part symbolique, géographique, sémiologique. L'aliment devient un signe. Il unit une perception et une image mentale. Ainsi, plus que moral ou immoral, il est surtout au cœur de notre société, au cœur de nos souvenirs. Alors, et si nous nous remettions à table? Et si, loin d'être superficiel, l'aliment était au centre même de notre vie? Au commencement était la bouche, 2 morceaux de peau tendus vers les cieux. Puis l'homme devint mangeur et érigea des symboles pour mieux les dévorer. L'aliment est sacré parce qu'il nous questionne et nous confronte. Manger, c'est toujours dire quelque chose. Nos bouchées contiennent nos désirs, nos errances, nos doutes, nos libertés, nos décisions, nos compromissions. Nos marchés sont achalandés par nos méandres sociaux, culturels, politiques, intimes. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser, écrit Claude Lévi-Strauss. Dès lors, certes, Kant a raison, l'aliment perturbe, dérange, étonne, et c'est justement pour cela qu'il est philosophique. Il abolit les frontières, il crée des passerelles d'idées, de gestes, de disciplines, de transmission. Alors, peut-être faudrait-il apprendre l'autre histoire de la philosophie. Celle où Rousseau déclame son amour pour la pureté du lait et celle où Sartre avoue sa passion pour la tarte aux fraises. L'histoire de la pensée serait alors aussi nourrissante que nos aliments.
Mais surtout, après avoir réhabilité l'aliment, l'alimentation, le repas, on s'aperçoit que ce qu'on mange, l'aliment qu'on mange, lorsqu'on accepte de le considérer, pose des questions incontournables et engage bien plus que notre ventre. Il engage notre ventre, notre tête et aussi notre porte-monnaie. Car pour manger, il faut d'abord payer. Et cet acte non plus n'a rien d'anodin. Nous avons tous en tête ce moment de l'addition où on échange des politesses. C'est pour moi. Ah non, c'est pour moi. On divise alors ? Ah non, diviser c'est vulgaire. Allez, je t'invite. Bon, alors la prochaine fois, c'est moi. Combien de fois avons-nous vécu ce genre de scène à la fin d'un repas ? Et combien de fois avons-nous répété notre rôle, usant d'une politesse surjouée au moment de payer ? Il y a ceux qui ignorent le ticket, ceux qui se l'approprient à peine posé, ceux qui se lèvent discrètement pour régler, ceux qui commentent les tarifs, ceux qui divisent au centime près, ceux qui invitent et ceux qui en profitent pour aller se repoudrer. Sans oublier ceux qui se demandent ce que la bienséance recommande afin de ne pas être taxés ni d'insolents ni de mal élevés. La cérémonie de l'addition n'est pas seulement l'un des sketchs les plus célèbres de l'humour français, elle est un espace de réflexion philosophique, sociologique et économique. Et si Muriel Robin s'en est emparée avec tant de talent, c'est parce que chacun trouve son compte dans cette pièce dont nous sommes tous les acteurs réguliers. L'addition au moment du repas est un passage obligé lorsqu'on veut se sustenter, mais son importance tient au fait que sa pratique pose des questions qui bien souvent dépassent le simple règlement de nos formules déjeuner. Car il faut le dire, aussi triviale soit cette information, un repas n'est jamais gratuit. Il coûte. Mais quoi au juste ? Quelle est sa valeur ? Et qu'est-ce que le fait de régler suppose ? Quel message implicite se dissimule dans le fait de tendre notre carte bleue ? Inviter un homme ou une femme à dîner, est-ce déjà consentir ? Ilana Reiss-Schimmel, psychanalyste, auteure de La psychanalyse et l'argent, pose les enjeux sans équivoque. L'argent nous renvoie à la prime enfance. On y trouve le symbole du sein qui nourrit, du pénis qui représente la force, la virilité, le fait d'avoir ou pas. Puissamment érotisé et diabolisé, il détermine la valeur du moment partagé. Et par un glissement inévitable, il amène des questions. Je vaux combien ? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut ? En somme, si l'on suit le raisonnement, même si offrir un repas est une perspective conviviale, généreuse, on ne peut pas lui ôter sa dimension symbolique, qui porte en elle les clés d'une domination, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ce rapport de pouvoir n'est pas nécessairement une violence, mais la marque qu'on a quelque chose que l'autre n'a pas. Il engage l'invité à être redevable, que cette reconnaissance passe par un joli texto de remerciement, par une contre-invitation, par la signature d'un contrat dans le cadre professionnel ou l'officialisation d'un flirt dans un dîner amoureux. Face au vertige qu'impose la note, on comprend l'urgence d'en partager le montant. Mais la valeur monétaire de l'aliment, aussi centrale soit-elle, est-elle la seule valeur du repas ? Rien n'est moins sûr, car nos suprêmes de volaille et nos linguines al vongole n'ont pas qu'un coût financier. Ils ont aussi une valeur culturelle, calorique, sanitaire. Et avant même le climax de l'addition, ces autres valeurs se chevauchent au moment de décider de ce que nous allons mettre dans nos assiettes. Il faut donc rappeler une seconde évidence. Se nourrir n'est pas qu'un besoin biologique. Se nourrir, et je crois que nous l'avons déjà dit, est une activité sociale, une activité même cognitive. Manger, au restaurant ou chez soi, nécessite de payer, mais aussi de mobiliser des représentations, comme celle de Roland Barthes, qui guide nos choix alimentaires. Nous mangeons tous pour vivre. Cependant, cette nécessité assumée ne nous dispense pas d'une longue série de choix, effectués en vertu
de nos représentations. Qu'est-ce qu'on mange et pourquoi ? Une boîte de conserve a-t-elle moins de valeur qu'un grand cru ? Des crêpes en famille sont-elles plus précieuses qu'un repas dans un grand restaurant ? Et quid d'une cuillère d'huile d'olive face à un morceau de beurre ? Répondre à ces épineuses interrogations nous oblige à faire le tri dans notre tête, pas seulement dans notre ventre. Et dans notre tête, c'est aussi à travers toutes nos représentations. Le psychologue social Saadi Lalou, proche de la philosophie et de l'anthropologie, résume habilement notre affaire dans son ouvrage « Penser et manger ». Il dit « La première caractéristique des représentations est d'être un guide pour agir. Notre vision de la pomme, du chou, du porc ou des escargots n'est qu'une représentation imagée de la nature. Les représentations alimentaires sont des modèles d'action. Elles déterminent ce qui est pour certains bon à manger, ce qui ne l'est pas pour d'autres, comment il faut le manger. Car les représentations ont d'abord pour but d'être efficaces. Qu'elles soient justes ou vraies, élégantes ou non, est moins important que leur simplicité et leur prédictabilité. La représentation détermine où nous plantons nos fourchettes. Si nous appartenons à une famille méditerranéenne, il y a fort à parier que le plus précieux des beurres bordiers soit perçu comme une aberration gustative. Et même si l'exemple, aussi cliché soit-il, se décline à l'infini, il faut le dire, nous n'avons pas tous les mêmes goûts, pas les mêmes avis, pas les mêmes représentations. Et pour manger, du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner, nous nous inscrivons dans un contexte social. Nous sélectionnons des produits, nous créons un assemblage culturellement acceptable, nous mettons en œuvre une série d'actes pour enfin nous nourrir. Est-ce que ça passe par le micro-ondes ? Est-ce que ça passe par le fait maison ? Est-ce que ça passe par une livraison à domicile ? Qu'importe que le repas en question soit un paquet de BN mangé devant la télé. Au contraire, quel que soit l'aliment, on lui confère une valeur, sans même s'en apercevoir. Saadi Lalou précise sa réflexion et va encore plus loin, en classant nos profils en fonction de ses attributions. Il explique. Nous avons repéré, à travers des enquêtes sur de grands échantillons, 7 grandes stratégies alimentaires adoptées par les Français. Le célibataire campeur, l'urbain moderne, le rural domestique, le familial, le bien installé, le traditionnel âgé. Par exemple, les familles avec enfants qui doivent gérer une logistique plus rigide et lourde que les familles sans enfants adoptent des stratégies d'approvisionnement, de stockage, de préparation culinaire spécifiques. À l'opposé, le célibataire campeur, plutôt jeune et plus intéressé par la sociabilité que par l'alimentation, va adopter des comportements très différents de ses familles ou de personnes plus âgées. Le type d'habitat, le niveau de revenu, la position dans le cycle de vie ont une influence déterminante. Chez certaines populations, certains aspects de la représentation sont développés par l'usage, de même que les tennisman ont un bras plus développé par la pratique. Ainsi, chez les personnes plus âgées, les aspects liés à la problématique de l'équilibre et de la santé sont plus développés. Alors à ces méandres de représentation qui découlent sur des stratégies d'achat, s'ajoutent en outre des considérations diététiques, nutritionnelles et bien entendu éthiques. Un concombre a-t-il plus de valeur qu'un pois chiche ? Un poivron venu d'Espagne qu'un jambon du Périgord ? Et une crêpe au Nutella est-elle plus valable qu'un sushi ? Philosophiquement, le terme « valeur » tient du latin « valere », signifiant « valoir », lui-même dérivé du grec « axios », signifiant « ce qui est digne d'être estimé ». La valeur est donc la qualité d'une chose qui rend désirable. En morale, elle désigne, chez Platon par exemple, ce qui doit guider la conduite, à savoir le bien. Pour Nietzsche, lui encore, qui cherche à renverser toutes les valeurs métaphysiques, c'est la vie, comprise comme volonté de puissance, qui doit servir de valeur.
Quant à Sartre, il soutient que la liberté est l'unique fondement des valeurs. Bref, de l'histoire de la pensée à l'histoire de la cuisine, la problématique est identique. C'est à nous, et nous seuls, d'attribuer une valeur à ce que nous mangeons. Voilà qui risque de compliquer un peu nos repas et nos additions. Je pourrais poursuivre ce podcast pendant des heures encore. Mettre en lumière la dimension sensorielle de la cuisine, la dimension éthique de nos choix alimentaires, la dimension mémorielle des aliments. Je pourrais parler de ceux qui n'ont pas à manger, de ceux qui gaspillent, de ceux qui produisent, de ceux qui fabriquent, de ceux qui refusent, de ceux qui militent pour manger autrement. Il faudrait des heures encore pour couvrir l'importance de l'alimentation. Mais l'enjeu, je crois, vous l'avez déjà saisi. Nous sommes ce que nous mangeons. Et notre humanité se définit aussi par la manière dont nous le partageons. Avant de vous souhaiter bon appétit, je vous propose ces quelques mots de Nancy Houston. Ça devient une tradition entre nous de descendre jusqu'au coin de Houston et de Ludlow le dimanche matin pour prendre un petit déjeuner chez Katz. Papa me laisse goûter tout ce que je veux, et je veux goûter de tout. Les cornichons à l'aneth et les tomates vertes en saumure, les sandwichs géants au corned beef ou à la langue fumée, ou au pastrami chaud, les bagels et les bialys, le hareng fumé, les pizzas au salami. Et enfin, comme dessert, un merveilleux strudel aux pommes. « Mon Dieu, Peter, tu la gâtes !» dit maman quand je lui raconte ce que je viens de manger. Mais papa dit « Elle mérite d'être gâtée un peu après toutes ces années d'éducation spartiate dans le Grand Nord. » Et même si je ne connais pas le mot spartiate, je suis totalement d'accord. J'acquiesce en lui caressant la main et en reprenant un morceau. Je vous souhaite de savourer cette chance que nous avons de manger. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.